Geoffroy Lopez va vous parler d'une œuvre de Brantôme qui s'appelle « Le discours des duels ». Vous savez qu'on se battait énormément et qu'il y a eu en duel, et que le duel au XVIe siècle se termine par la mort. Alors que, la plupart du temps, c'est au moins ce qu'on vise. Oui. Ah oui. Hein, c'est visé. C'est pas du tout la même technique selon qu'on lise des discours du duel, j'en ai lu, du 18e, du 19e, du 20e, ça je ne sais pas. Mais alors qu'on recommande tout de même chez Brantôme comment se débarrasser de l'adversaire, au 19e on essaie de le blesser sans le tuer tout à fait. Hein. Ce qui est plus difficile, d'ailleurs. Peut-être, c'était plus difficile. Alors, je vous laisse la parole. Geoffroy Lopez a eu une maîtrise à l'université de Paris-Sorbonne. Ah, mais attendez, j'essaie de l'amener. Non, ça tourne. Ça va. Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous embêter, hein, Dites-moi 25 tout. minutes, hein, tant pis, prenez. Je prends. Alors, je vais vous dire un petit peu comment on va procéder. En fait, donc j'ai travaillé à faire l'édition critique du discours sur les duels de Brantôme, qui est ici, si vous avez le courage de la feuilleter tout à l'heure. Mais allez-y. Et donc, bon, quand je devais faire une communication de 20 minutes, on m'a dit il va falloir un petit peu collationner dans tout ce que j'ai fait en préface et en édition. Donc j'ai collationné. Et donc je vais vous présenter trois petites études, en fait, un peu, on va dire un peu indépendantes, mais qui en tout cas vont parler de la dualité éthique guerrière, éthique courtisane chez Brantôme, mais dans le duel. Alors donc, quand je me suis attaqué à faire cette édition de texte, j'avais un manuscrit, personnellement, qui est à la BNF, qui a été donné par la baronne de Rothschild, donc un manuscrit du discours sur les duels avec énormément de ratures et de bifures. Et je me suis également procuré, ce que vous pourrez également regarder, ce qui vous intéressera peut-être d'ailleurs plus que le mémoire, le discours sur les duels de 1722, exemplaire trouvé sur eBay, comme quoi on peut trouver des choses. Donc je vais d'abord vous parler de ce travail d'édition que j'ai fait. Je vais essayer de ne pas être trop barbant. Alors donc dans le premier état, le manuscrit, on peut voir un texte qui est en mouvement, en cours d'écriture. Ce n'est pas le dernier manuscrit que fera Brantôme du discours sur les duels, mais le deuxième manuscrit est tout simplement perdu. On trouve donc plusieurs corrections de la main du secrétaire, de la main de Brantôme également, qui biffe, qui raye à tour de bras les mots de son secrétaire Mathot. Et on voit d'ailleurs que Brantôme se montre soucieux de ce que va devenir son objet, l'objet livre. Et donc il veut produire une langue belle, agréable, polissée, tant dans la forme écrite que dans le fond, que dans le contenu. De même qu'une conversation doit être agréable pour celui qui écoute. Brantôme se vante de deux choses, pas plus, mais bref, deux choses m'ont intéressé en tout cas. On en a d'ailleurs un petit peu parlé, ça va être son talent dans l'apprentissage des langues étrangères et son incroyable mémoire. Donc, évidemment, dans ses mémoires, il va vouloir montrer ces deux vertus. Donc il va faire attention à bien rétablir les mots d'italien, d'espagnol, de latin, que le secrétaire a méchamment francisé dans le manuscrit. Donc il va revenir derrière pour bien mettre le vrai mot italien, qui parfois sera en plus mal orthographié par le secrétaire. C'est une honte. Pour ce qui est de la mémoire, elle va passer évidemment par toutes les anecdotes que va donner Brantôme. On voit dans les vies, dans les dames, et toujours dans les duels, énormément de petites anecdotes. Donc il a besoin de revérifier parfois certaines villes, le nom de certains témoins, soldats, ducs, barons, rois, dames, etc. J'ai fait un index des noms propres qui doit me durer environ 150 pages à la fin de mon édition. Ça m'a pris la moitié de mon temps. Donc vous imaginez bien qu'il n'avait pas tous les noms forcément en tête au moment où il voulait les utiliser. Donc il revient à son manuscrit, le secrétaire laisse parfois des blancs,
et Brantôme va venir écrire dans l'espace. Alors Brantôme, on en a parlé hier, n'a pas été acteur de beaucoup de choses qui lui apportaient grand-chose. Donc il ne peut pas se présenter lui-même comme le héros de ses mémoires. Donc il va chercher des personnes, des grands capitaines qu'on retrouve dans le discours sur les duels. Et donc il veut plutôt se montrer comme le témoin total de son temps, le témoin total des hommes, des femmes, et pouvoir que les générations à venir, et les soldats en devenir, les courtisans en devenir, puissent découvrir ce qu'étaient vraiment les hommes et les femmes de la belle époque, on peut dire. Quand il est impossible pour Brantôme d'avoir été le témoin de certains duels, eh ben, il va trouver une parade, parce qu'il est assez fort quand même. Alors, François Billacqua écrit à ce propos que Brantôme préfère les sources sensorielles, donc les tapisseries, les gravures, les conversations, plutôt que les sources livresques. Bon, ce qui n'est pas totalement vrai, puisqu'il utilise énormément les livres, mais en tout cas, il n'en parle pas trop. Voilà, parfois, il va rayer certaines sources. Il les a dictées à son secrétaire, mais quand il va revenir au manuscrit, il va rayer. Donc, il va se parler d'un combat, mais on ne le lit pas. Pas beaucoup. C'est une petite nuance qui va distancier l'auteur, donc Brantôme, de son étude, de l'étude des livres. Et cela le place dans une tradition plutôt orale et plutôt courtisane. Donc, l'art du bien dire. On veut être agréable, pas barbant. Brantôme ne méconnaît pas pour autant ses sources, il est assez pointilleux, il va parfois vérifier. Mais il n'a pas envie de laisser à la postérité une vision d'un auteur acharné, retiré dans sa bibliothèque, comme Montaigne. Vous comprendrez qu'il n'aime pas beaucoup Montaigne. Et il ne veut pas que cette figure d'auteur lettré transparaisse. Donc il va tenter, il le fait, hein, d'ailleurs il ne va pas que le tenter, que la figure d'auteur qui ressorte de ses mémoires soit la figure d'un noble d'épée, d'un gentilhomme de la parole. Donc il efface les traces de toute la culture livresque, il se place en auteur humble, pas en expert non plus, c'est pas un universitaire, ce n'est pas un grand capitaine, ça il a bien dû y renoncer, mais c'est un voyageur, un routier d'armes, comme il le dit, un témoin, un auditeur et un confident. Toujours attentif, qui connaît toutes les histoires sur tout le monde, ce qui devait être un peu gênant d'ailleurs. Et donc cette construction d'une figure de l'oralité plutôt que de l'écriture, c'est aussi une posture de conteur. On a parlé hier de Louise de Daillon et de l'Heptaméron. Donc cette figure de conteur doit compter pour Brantôme dans sa tradition familiale. Alors, certaines sources, on ne sait pas trop pourquoi, vont apparaître par contre dans les mémoires et dans le discours sur les duels. Le roman de Bayard, par exemple, Tite-Live, Plutarque, Olivier de Lamarche et Paul Jove vont être des auteurs que Brantôme va vouloir citer. Donc, on peut émettre l'hypothèse que Brantôme ajoute ses sources pour aussi s'inscrire dans des préoccupations humanistes, les préoccupations de son temps. Il veut donc faire valoir une certaine culture qui, sans être savante, le dépeint comme un gentilhomme de son siècle, éduqué à la lecture des auteurs anciens, mais aussi de son temps. Au milieu de ces ajouts et de ces suppressions d'un auteur à l'autre, nous avons Paris de Puteaux, qui a une situation assez intéressante, c'est que dans le manuscrit, Brantôme le place au rang des experts qu'il ne veut pas égaler. Donc je vous cite « Car je ferai tort à ceux qui ont si bien écrit tant de notre temps que du passé, comme le seigneur Miutio, monsieur Alcia, le seigneur docteur Paris de Puteaux et une infinité d'autres savants jurisconsultes italiens. » Donc, expert à ne pas égaler. Et dans le texte imprimé, Paris de Puteaux devient, là, une source de raisonnement et de matière pour les anecdotes. Donc, il perd un petit peu ce côté auteur qu'on ne veut pas égaler, auteur un peu lointain. Il parle du vénérable, bon, toujours vénérable quand même, docteur Paris de Puteaux, qui a gentiment écrit des duels, traite que. Donc Paris de Puteaux est réellement à considérer comme un auteur important pour la culture d'un gentilhomme. Balthazar Castiglione, dans son livre du courtisan, parle que la véritable profession du courtisan doit également être celle des armes. Donc plusieurs anecdotes, d'ailleurs, montrent comment les jeunes nobles français faisaient des voyages en Italie pour aller apprendre des maîtres romains, napolitains, milanais. Brantôme ne déroge pas à cette coutume d'ailleurs, et fut l'élève du Tape à Milan. Et à cet apprentissage des armes, on en parlait tout à l'heure à propos du portrait du capitaine idéal, oui, il s'intéresse également à la connaissance théorique, notamment aux avis émanant du droit et de l'Église.
Donc il en parle. En fait, son discours sur les duels est assez... Quand on le prend comme ça, on a l'impression que c'est un peu un fouillis, une logorée, mais c'est-à-dire que c'est assez systématisé. Ce sont des réflexions qui tournent autour de thèmes assez précis, notamment autour du droit et des avis de l'Église. Essayez de parler un peu plus fort. Un peu plus fort? Oui, je crois. Le micro, oui? Ça va? D'accord. Donc dans ses mémoires, dont il n'est pas le personnage principal, c'est mieux comme ça? Bien. Donc il fait figure d'humilité à tel point qu'il ne se dessine qu'à travers les traits d'un gentilhomme que le narrateur se refuse à nommer. Il refuse de se nommer lui-même. Enfin, cette culture que fait valoir Brantôme est celle qu'il juge importante pour l'édification d'un capitaine idéal qui, dans son idée, serait même plus largement un homme idéal, un courtisan idéal. Donc l'étude des couches successives d'écriture nous permet parfois de distinguer, d'apercevoir peut-être aussi de supposer les regrets et les rancunes de notre aventurier condamné à la plume. On en a parlé hier. Sa pensée par exemple sur la mort du prince de Condé est présente dans le manuscrit mais disparaît dans le texte imprimé. Donc évidemment la mort du prince de Condé dont le corps a été traîné après la bataille, quelque chose d'assez amer dans la pensée de Brantôme, mais il va l'effacer dans le texte final. Les rancunes aussi disparaissent dans le récit que j'ai appelé d'Aubeptère et d'Épernon. Alors je vais vous le lire un petit peu quand même, j'ai fait des coupes pour être concis, mais je vais quand même le lire un peu. J'ai entendu dire beaucoup de grands capitaines et autres, et entre autres monsieur le maréchal de Biron, qui sait bien peser les choses, ne trouvèrent jamais bons ces défis du dit Aubeptère, qu'il n'était raison que lui, simple gentilhomme sénéchal d'une petite province, voire des moindres de la France, qu'est le Périgord, et qui n'avait fait de grande œuvre de sa personne encore au prix de l'autre, alla ainsi défier un duc et père, amiral de France, colonel d'infanterie, connu pour ses valeurs et mérites en tant de lieu qui avait gouverné paisiblement son roi, manié l'espace de 10 ans toutes les affaires de l'État. Donc là, il parle du duc d'Épernon. Et donc, beaucoup de superlatifs très valorisants pour le duc d'Épernon, et Brantôme écrase d'Aubeptère en insistant bien sur le fait qu'il n'est que le sénéchal d'une toute petite province minable et n'a fait aucunement montre de vaillance. Alors, ce n'est pas vraiment pour amitié pour le duc d'Épernon, le duc d'Épernon était à Henri III, et on a un peu parlé de l'amitié que Brantôme avait pour Henri III. Mais il écrase bien d'Aubeptère en insistant sur le fait que, voilà, que cette charge n'est pas importante. Et on a bien vu qu'au contraire, c'était une charge qu'il aurait bien aimé avoir pour lui. Donc, il ridiculise la charge, montre à quel point Aubeptère ne la mérite pas, fait d'Épernon un portrait gigantesque. Et tout cela pour nous montrer au final, maintenant qu'on sait un peu tout ce qui s'est passé, que Brantôme, à la fin de sa vie, quand il écrit ses mémoires, est plutôt un vieillard amer et nostalgique, plutôt qu'un grand capitaine qu'il aurait souhaité être. Grâce à l'étude du manuscrit à l'édition imprimée de 1722, nous avons pu distinguer 3 conclusions différentes. Ça, c'est assez intéressant. Le premier état est présent dans le manuscrit de la main du secrétaire, mais entièrement rayé par Brantôme. Je ne vous le lis pas, parce que bon, c'est un peu long. Mais en bref, on voit résumer que tout ce qu'on a pu déduire concernant le rejet du travail de feuilletage, jugé trop érudit et trop lassant, est vrai. Il dit, voilà, je ne veux pas continuer parce que ce serait vraiment trop ennuyeux, trop fatigant, et je n'ai pas envie de ressembler à Montaigne. Là, il ne cite pas Montaigne. Il fait également quelques mots à l'adresse de Marguerite, l'épouse d'Henri IV, et il parle également de certains amis particuliers. Donc ça donne au texte une dimension courtisane, et une dimension courtisane un peu réduite, puisque c'est une cour restreinte sous le patronage d'une reine exilée. À la suite de cette conclusion qui a été rayée, le texte continue dans le manuscrit de la main de Brantôme seulement. Brantôme a une écriture absolument impossible à lire, donc c'était un vrai bonheur de m'attaquer à cette conclusion. Plusieurs pages ont donc été ajoutées par l'auteur, qui vont être parfois présentes dans l'édition imprimée, ce qui m'a parfois facilité la tâche. Et notamment la conclusion que nous trouvons dans l'édition imprimée après le récit de l'assassinat de Galeas Maris Sforza, avec ces mots-ci, en parlant de l'assassinat, quel essai? Je crois que le seigneur de Montaigne n'en a jamais ni écrit de pareil parmi les siens. Donc, comparant un assassinat aux essais, il me semble que Brantôme veut montrer la supériorité de la véritable noblesse, celle de l'épée et de la guerre face à une noblesse de robe qui s'obtient par des faits d'armes
administratif et non guerrier. Lorsqu'il écrit que Montaigne n'a jamais fait de tel essai, Brantôme fait remarquer que son voisin n'a jamais fait preuve de bravoure et qu'ainsi les récompenses et les honneurs qu'il a reçus sont injustifiés. Un courtisan doit être un guerrier. Alors, la troisième conclusion, assez longue, dont je vous parlais, qui est uniquement de la main de Brantôme, est assez intéressante parce que certains passages seront incorporés dans le second livre des dames, ce qu'on appelle les dames galantes. Elle a pour sujet les entraînements que l'on peut faire avant diverses occasions, tournois, duels, guerres, bien évidemment, mais aussi apprentissage érotique, avant la nuit de noces pour ne pas passer pour un nigaud dans le lit nuptial, ou encore d'éloquence avant de faire une déclaration d'amour ou une déclaration publique. Donc ces contes n'ont pas toujours de rapport au duel, encore que, et pourtant Brantôme les place ici, peut-être parce qu'il voit dans le duel l'acte charnel et le discours une importance égale de l'habileté, de la connaissance et de l'entraînement. Je passe à mon deuxième petit objet, les duels à proprement parler, duels judiciaires et duels clandestins et la place de la cour. Donc le duel a connu différents changements de statut déjà à partir du XIVe siècle avec le duel de Carouge et Le Gris, donc un duel assez sanglant et dégoûtant, où le Parlement va cesser de considérer le duel comme la dernière possibilité pour rendre un jugement. La pratique du duel judiciaire perdure cependant officiellement jusqu'en 1547. Mais va continuer même encore un peu, mais bon, bref. Date à laquelle, après le terrible duel entre Jarnac et la Châtaigneraie, le roi Henri II, désespéré d'avoir perdu son favori préféré, fait la promesse de ne plus permettre de camp clos. Cette promesse est une chose, la pratique ne cesse pas pour autant, et le duel judiciaire n'est pas aboli à proprement parler. L'on s'en remet parfois à l'arbitrage d'un seigneur ou d'un supérieur militaire, ainsi que l'explique Brantôme, notamment avec le duel Fandille et le baron des guerres. Le duel crée de l'émulation, le duel public, bien sûr. À n'en point douter, le public est fasciné par ces combats, de même que les Romains se passionnaient pour les gladiateurs. Henri II fait la promesse de ne plus donner le camp, mais évidemment, des militaires vont quand même continuer à permettre le champ clos dans les régiments. En plus de ces combats officiels, un certain nombre de gentilshommes vont également venir, dans la seconde moitié du XVIe siècle, au petit matin, se trouer la chemise aux différentes portes de Paris. Généralisation de la pratique, oui, mais plus précisément d'une pratique donc clandestine qui ira grandissante et qui prend alors le nom de duel du point d'honneur. Aucun des conciles de Valence ou concile de Trente ne vont rien changer du tout, puisqu'ils vont être refusés en France, dit Brantôme, notamment pour cette raison-là, parce que l'honneur est bien trop importante pour les Français. Je vais parler très rapidement, je vais essayer d'accélérer, à propos de l'espace du duel qui se rapproche pour Johann Huizinga, de l'espace du jeu. Il le compare à cet espace parce que l'espace du duel apporte de nouvelles règles sociales, des nouvelles règles hiérarchiques. L'espace dans un duel officiel va être délimité par le roi, le parlement, les maréchaux, les connétables, etc. Et toutes ces règles vont devoir être respectées à la lettre. Dans les duels clandestins, ça va un petit peu changer puisque on va avoir des champs, des prés, ça va être beaucoup plus simple, ça va être moins limité. Je passe. Donc, oui, je passe. Ça sera édité. Bon, alors ça va. Alors on parlait des lois par rapport aux vaincus avec le prince de Condé et la mort ignominieuse du prince de Condé. Là, dans les duels, c'est assez compliqué, c'est-à-dire que parfois on va avoir le droit de traîner l'adversaire, on va juger que c'est très bien, d'autres moments on va trouver que c'est très mal. Donc disons que les règles éthiques du duel, surtout dans le discours sur les duels, varient d'une personne à l'autre. Ça va vraiment dépendre. Certains ont le droit, certains n'ont pas le droit, c'est comme ça. Un duel va être souvent amené par l'insulte, l'accusation de parjure, l'accusation de mentir. Montaigne parle d'ailleurs dans ses essais, j'en parle quand même un peu de Montaigne, il faut l'excuser, il parle d'extrême injure qu'on puisse faire en parole que de nous reprocher le mensonge. Et donc, le mensonge, on le voit d'ailleurs dans les cartels, c'est véritablement ce qui va amener au duel. Tu as dit ça, non, tu mens, si je mens, on va se battre, et puis voilà. Ça va assez vite, parfois. Parfois, ça va pas vite du tout, on écrit des cartels qui durent plusieurs pages, mais
quand on arrive à la pratique des duels clandestins, ça peut être assez rapide. Je passe un petit peu sur tout ce qui est juridique. Pour parler un petit peu plus des duels clandestins, on peut voir donc que les différents rois au XVIe siècle vont tenter maladroitement de limiter la pratique. François Ier, Charles IX, même Henri III vont tous essayer de juguler cette pratique, mais par exemple, petite chronologie très rapide, le 10 janvier 1578, Bussy d'Amboise et Gramont, accompagnés de 300 gentilshommes, veulent vider leur querelle à toute outrance porte Saint-Antoine, mais sont empêchés par un commandement du roi. 2 jours plus tard, Henri III publie une ordonnance sur les faits des querelles. Le 1er février, donc 15 jours plus tard, Caylus et 3 gentilshommes chargent Bussy d'Amboise toujours dans les rues. Bon, seul l'homme qui accompagnait Bussy d'Amboise est tué, mais Bussy d'Amboise mourra après. 2 jours plus tard, le roi protège Caylus, donc celui qui avait essayé de tuer Bussy d'Amboise. Le 9, 5 jours plus tard, Henri III, François d'Anjou et leurs mignons s'embrassent et jurent de vivre sans querelle. Le 14 février, le duc d'Anjou s'échappe, 5 jours plus tard, après avoir serré la main de son frère. Et simplement 1 mois plus tard, 6 mignons s'entretuent à la porte Saint-Antoine, ce qu'on appelle le duel des mignons. Donc grande défaite de la royauté pendant le XVIe siècle. Courtisans bien sûr, toujours hommes du monde, toujours guerriers, de plus en plus soucieux de leur honneur personnel, au point même de se soustraire au roi. Et ma dernière petite partie qui est assez rapide, mais que je ne promis, mais je ne peux pas me retenir de la faire. Carrément, vous allez jusqu'au bout. Oui. Ça parle du duel amoureux et les armes de l'amour. Alors il n'est pas certain que des femmes aient elles-mêmes combattu en duel en ce siècle. Il faut tout de même noter que le motif est assez important. Elles sont souvent déjà le motif des duels. Ce qui fait du camp, on pourrait dire, un espace de galanterie ou de courtisanerie. Brantôme m'explique d'ailleurs que à quoi bon la cour, à quoi bon les armes s'il n'y a pas de femmes, c'est inutile. Tout un passage qu'il développe dans le discours des colonels d'infanterie que je ne citerai pas pour gagner du temps. Agrippa d'Aubigné, d'ailleurs, à l'inverse de Brantôme, lui reproche beaucoup aux femmes le fait de provoquer certains duels. Mais bon, ils n'étaient pas du même bord politique. Ça plaisait assez aux femmes. Ça plaisait aux femmes, et d'ailleurs, quand on étudie bien Agrippa d'Aubigné, dans les tragiques, il dit que les femmes sont vraiment... Il parle de maquerelles, d'ailleurs, il ne parle même pas de femmes, en parlant des courtisanes. Quand il parle dans ses mémoires à ses enfants de ce qu'il a fait lui-même, il parle d'une fois où, avec quelques amis, ils ont été tirés sur d'autres copains au pistolet, et juste après, ils sont allés boire le thé chez une autre copine. Donc, bon... Non, pas le thé, bien sûr. Mais ils sont allés... Il parle de collation quand même, d'être allés boire chez une dame juste après. Donc, les armes et les femmes sont quand même assez liés dans l'esprit des hommes. Bon, ce qui est d'ailleurs toujours le cas. Donc, la violence est également matière à fantasmes. C'est pas nouveau. Jeanne d'Arc, Bradamante, Marfise ne sont pas que des figures de vertu, de force et de courage. Puis à notre époque, James Bond Girl, Lara Croft sont des incarnations de fantasmes masculins, de femmes viriles. Et puis de toute façon, l'inversion, le sacrilège et l'interdit ont toujours été des motifs assez fantasmatiques. La pulsion de mort et de destruction inclut un fort potentiel érotique, et cette idée qui peut nous sembler assez contemporaine est en fait bien présente dans les pensées des auteurs de l'époque. Dans une pièce de Garnier, la mère de Bradamante dit à sa fille « Mais les combats de l'amour ne sont guère sanglants, ils se font en champ clos, entre des draps blancs, on y est désarmé. Car d'hymen, donc de mariage, les querelles se vident seulement par armes naturelles. » Donc on a quand même un motif assez présent dans la littérature érotique aussi, mais dans la poésie en règle générale. On en trouve chez Ronsard, « Je veux mourir en amoureux combat ». Dans Papillon de la Frise, « Faites-moi chevalier, accolez-moi ma belle, je l'ai bien mérité en ce combat dernier », il ne parle pas de combat, qui s'est éprouvé brave en duel singulier, est digne de damer la damoiselle.
Alors, damer la damoiselle. Je vous laisse réfléchir un petit peu à l'expression. Très rapide, ouais. Mais damer la demoiselle, bien évidemment, c'est appeler une damoiselle dame, donc lui donner un rang social, mais c'était également la dépuceler. Damer une demoiselle, faire d'une demoiselle une femme. Et voilà, et je terminerai là-dessus. Je vérifie, mais oui, je terminerai là-dessus. Je parlais de petits extraits qu'on retrouve dans les dames galantes, dans les duels. C'est qu'en fait, on trouve également un vocabulaire dans les dames galantes, un vocabulaire similaire. Je vais vous citer une petite expression des dames galantes. J'ai reconnu vos forces qui sont bonnes et belles. Donc on ne parle toujours pas de combat, enfin de combat d'amour. Bataille croustillante que prend plaisir à raconter Brantôme dans ses dames sont le plus souvent données sous le sceau du secret, évidemment. Donc duel clandestin, le mari n'est pas invité. Les combats amoureux ont leur éthique, tout de même, du point de vue masculin et du point de vue féminin. La victoire est acquise lorsque l'homme peut jouir de la femme. C'est la victoire virile. Par contre, les femmes disent qu'il est plus glorieux de tenir bon tout le long du combat, plutôt que de se rendre ainsi que fait l'homme. Je rapporte la vraie victoire et la vraie gloire, d'autant qu'en un duel, celui qui se rend est déshonoré, et non pas celui qui combat jusqu'au dernier point de la mort. Donc, de même que Brantôme présente les débats tenant à l'art de bien tuer dans notre ouvrage, il met en évidence dans les dames galantes ceux du bien coucher. Voulant réguler le mariage et les mœurs, l'Église catholique s'immisce jusque dans le lit de ses ouailles, et jusque telle ou telle façon de faire n'est que vice. Brantôme donne la parole aux femmes qui ne veulent être foulées par leur amant et refusent de se rendre à leur bon vouloir. Je terminerai sur cette citation. « J'ai ouï parler d'une fort belle et honnête dame de par le monde, sujette fort à l'amour et à la lubricité, qui pourtant fut si arrogante et si fière et si brave de cœur que quand se venait là, ne voulait jamais souffrir que son homme la monta, et la mit sous soi et la battit, pensant faire un grand tort à la générosité de son cœur, et attribuant à une grande lâcheté d'être ainsi subjuguée et soumise en mode d'une triomphante conquête ou esclavitude. Mais voulait toujours garder le dessus et la prééminence. Donc l'honneur et la vertu commune à ces duels doit être conservée par tous les moyens, et si nous n'irons pas jusqu'à parler de subterfuge et de stratagème dans les combats amoureux, il faut y voir une similaire rage de vaincre, plus heureuse certes, mais aussi acharnée. Car après, le spectacle vous attend. Une question. Je vais vous poser une question. Je vous en prie. Pensez-vous, suite à la lecture attentive que vous avez effectuée, que Brantôme se soit battu une seule fois en duel? Alors, le problème de savoir quand Brantôme intervient ou non dans les duels, c'est qu'il ne parle pas de lui directement. On sait qu'il a empêché certains duels. Je pense qu'il s'est battu en duel, ça me semble logique. Le problème, c'est qu'on a souvent un gentilhomme que je ne citerai pas. Donc parfois, ce sont des gentilshommes qu'on ne peut pas citer parce que trop grands, ou parce qu'on ne veut pas en parler tout simplement. Mais parfois, ça peut être Brantôme. Donc la difficulté est vraiment là. Là, pour ça, on ne sait pas. On peut avoir des hypothèses. Ça, c'est sûr. Alors, vous allez maintenant nous démontrer voilà. ce qu'a dit Maintenant, Brantôme. on va se battre. Donc, je vais appeler Bastien et Nicolas qui sont mes comparses à la troupe de la Brette Noire. Donc, nous faisons des spectacles d'escrime et de théâtre. Ils vont donc vous faire une démonstration d'abord d'escrime à une arme, la forte lame, qui deviendra ensuite la rapière, qu'on connaît un peu mieux. Ils feront ensuite une démonstration à deux armes, dague et rapière. Et on finira par des petites techniques comme ça, piochées de ci, de là. Mais ils vont se battre où? Ils vont se battre sur la scène. Ils vont donc... Cette mission, on leur laisse la place. Non, ils vont se battre derrière nous. Ah bon? Je vous rejoins Ah, immédiatement. voilà les guerriers. Je ne combattrai pas aujourd'hui.
va faire des petits désarmements, c'est assez intéressant. Voilà, très bien. Pour commencer sur un chef. Bastien, tu veux? Bon. Confisquer ceci. Là, la même chose. Sur un estoc. On va terminer sur un coup qui est assez intéressant qu'on trouve dans le traité de Capo-Ferro, qui est assez joli, qu'on ne fait pas beaucoup parce qu'en chorégraphie c'est une posture qui est assez dure à tenir. Je crois que vous avez compris celle que dont je parlais. Donc allez-y sur un espace. Donc, vous allez le faire dans l'autre sens. Et vous allez essayer de rester immobile. Alors, dans Capo-Ferro, vous comprendrez bien que ça se passe par ici. Hein. Et qu'on voit la lame dépasser. Voilà, donc mise à mort assez rapide. On s'arrête là. C'est la peau. À part si vous voulez voir quelque chose de spécial. Le coup de Jarnac. Mais en fait, le coup de Jarnac, c'est très simple. Hein, c'est un coup sur la... Oui. En fait, durant le duel de Jarnac, donc, ils étaient armés d'une rondache et d'une forte lame. Rondache, il faut comprendre, un bouclier d'acier. La Châtaigneraie, qui était plutôt lutteur, mais qui était surtout blessé, donc n'avait que la main droite à pouvoir se servir. Donc, il tambourinait du mieux qu'il pouvait sur son ancien camarade. Et Jarnac a taillé où il pouvait, et il s'est trouvé que c'était le Jarnac. Donc, le véritable coup de Jarnac n'existe, enfin, il n'y a pas vraiment de coup de Jarnac, simplement qu'il a touché où il pouvait, donc il a débité. 2 fois. Il lui a véritablement sectionné le jarret, puisque la Châtaigneraie s'effondre et la Châtaigneraie se relève. Il fait le retour. Donc en fait, Jarnac lui coupe une deuxième fois, lui tranche une deuxième fois au niveau du jarret. Donc la Châtaigneraie s'effondre, ne peut plus se relever. Et Henri II, d'ailleurs, met un peu de temps à accorder la grâce et à mettre fin au duel. Ce qui fait que la Châtaigneraie va beaucoup se vider de son sang et que quand il va être rapporté chez lui avec des bandages, il va arracher les bandages et il va mourir. Ce qu'il faut savoir, c'est que de telles épées sont non seulement pointues, mais la lame est aiguisée au point que si on la touche simplement, on se coupe. Quand Christophe Colomb débarque aux Antilles, il se moque des Amérindiens qui, sans savoir ce qu'est, prennent une épée par la lame. Ça coupe comme des rasoirs. J'ai fait un article sur le coup de Jarnac. Ah oui.